Bonjour à tous et donc bienvenue pour les vins du week-end, là de la semaine. Et alors en plus c'est une semaine spéciale puisque c'est une semaine de vacances. Et nous étions cette semaine à Colmar chez nos amis Marie et Nicolas, où nous avons profité pleinement des caves, des soirées et particulièrement celle d'hier soir puisqu'on fêtait l'anniversaire de ma douce et tante Sylvia avec Marie et Nicolas. Et du coup, pour vous faire le compte-rendu de cette magnifique soirée, j'ai demandé à Nicolas de venir participer à la dégustation, enfin au compte-rendu. Bonjour à tous. Bon Mathieu, je suis vraiment ravi de te recevoir à Colmar. Bon, c'est pas la première fois, hein, mais on prend toujours du plaisir à partager de belles bouteilles ensemble, hein, que ce soit à Paris, que ce soit en Bourgogne, à Colmar. Et là, comme tu le disais, on s'est bien fait plaisir hier soir. On a quelques bouteilles. Il y en a combien? Il y en a 7 là à vous présenter. Vous allez voir, c'est assez diversifié et ça plane assez haut en qualité. Alors on commence avec ce domaine du Rocher des Violettes Négrette 2015 à Montlouis. Bouteille que tu as apportée, Nicolas. Oui, alors c'est un domaine que je connais très peu, hein, Roche-Mitaine. C'est simplement la deuxième bouteille du domaine que je goûte. J'avais absolument envie de la faire déguster à Mathieu parce que j'ai été enthousiasmé par la même cuvée, la Négrette, sur le millésime 2014, il y a peu de temps. Alors, je ne sais même pas pourquoi ce vin s'appelle la Négrette. C'est peut-être une sélection parcellaire, mais je ne sais pas. Donc, si l'un d'entre vous le sait, n'hésitez pas en commentaire à nous l'expliquer. Bon, toujours est-il que par rapport au millésime 2014, là, Montlouis 2015, bon, là, l'identité du vin n'est pas difficile à deviner, hein. On est rapidement en Touraine. On a les jolis arômes variétaux de chenin qui transparaissent assez rapidement. Donc, le coin, le tilleul, des petits fruits jaunes. Mais un élevage peut-être un peu plus marqué, un peu plus présent sur ce 2015 par rapport au 2014. Une cuvée assez aimable, facile à boire, qui n'a pas cependant l'ampleur ou le volume qu'on peut avoir chez d'autres producteurs. Je pense notamment à François Chiden, là où il y a peut-être un peu plus d'ampleur sur les vins. Oui, Qu'en c'est penses-tu? ça, ouais, tout à fait. C'est un vin, un très bon chenin. Moi, j'ai beaucoup aimé, pas trop évolué. C'est pas un chenin qui va très vite sur les notes un peu épicées, pommes chaudes, etc. Plutôt droit, classique, une belle fraîcheur. C'est ce qu'on attend en fait. Moi, c'est ce que j'attends. Je trouve ça très bon. Merci Nico, je connaissais pas. Voilà, c'est les Montlouis comme j'aime. Alors ensuite, hop, tu nous as ouvert un Oui. régional de l'étape. Le régional de l'étape, donc un Riesling, hein. Un Riesling de l'ami Jean Boxler, donc domaine Albert Boxler. On est sur les coteaux granitiques de Niedermorschwihr, au pied de la montagne vosgienne, à proximité immédiate de Colmar. C'est une cuvée issue du Grand Cru Sommerberg sur le millésime 2014. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine, il y a 4 cuvées sur le Grand Cru Sommerberg au domaine, hein, la cuvée de Jeune Vigne, la cuvée Sommerberg classique que nous avons vue hier soir, et 2 sélections parcellaires, Berg et Ludenstein. Alors ici, millésime 2014, assez tardif, des acidités assez élevées, et un vin que j'ai envie de boire avec Mathieu pour savoir où il en était, tout simplement. 2014, à oublier dans un coffre-fort, ou alors qui peut commencer à se goûter, c'est ce qu'on a vérifié ensemble hier. Qu'en penses-tu alors? Alors moi, pour tout vous dire, alors j'aime bien les vins de Boxler et là j'ai été déçu, c'est un bien grand mot, mais j'étais surpris, voilà. Parce que c'est un vin que j'ai trouvé très violent, un nez alors, très agréable, très classique, hein, Quetch Mirabelle, un petit point d'agrumes, un petit côté, un fond cire d'abeille. Et puis en bouche on a du volume, mais alors c'est très violent, beaucoup de volume, beaucoup d'acidité, presque un petit côté sucré sur la finale. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de sucre ou pas dans ce vin, de sucre résiduel, mais et surtout très violent, voilà. Donc il m'a un peu surpris, et puis on l'a regoûté ce matin, c'était déjà beaucoup mieux. Voilà, toi tu sais que tu l'as plus apprécié. Moi je pensais qu'il fallait le garder, pas forcément. Bon, alors j'étais pas à l'aveugle, mais ça explique peut-être le fait que j'ai bien reconnu la patte des vins du domaine, hein. On est vraiment sur le style des vins de Jean Boxler, avec une grosse chair fruitée assez puissante en attaque, hein. C'est très exubérant, très fruité, et en effet, les finales très pointues, avec ce côté, ce que tu appelles la violence, là, c'est peut-être des quantités d'acide malique assez élevées dans le vin qui font qu'il peut y avoir une petite perception dissociée dans un premier temps. Cela dit, comme
comme on l'a très bien remarqué ce matin, on l'a repris à l'apéritif, 24 heures après ouverture, les composantes sont un peu mieux associées, c'est un vin qui est vraiment harmonieux. Au niveau aromatique, cette exubérance, elle ne va jamais fléchir là, sur les années à venir. C'est un vin qu'on peut ouvrir maintenant, mais que si on l'ouvre, il va falloir le carafer un petit coup. Le carafer 2-3 heures, fait pas peur. Ne devrait pas faire peur. Oui, ou l'ouvrir même la veille, mais qui pourra s'apprécier sur une bonne dizaine d'années encore. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait? On a sorti un peu quand même les belles types pour l'anniversaire de Sylvia. Elle a en l'occurrence ici un Bâtard Montrachet 2008 de l'ami Thibaut du domaine Moret-Coffinet. Alors ça c'est moi qui ai amené ça. Donc oui. Nico, qu'est-ce que t'en as pensé? Tu as une cave bien garnie en vin blanc de Bourgogne. Je connais un petit peu les producteurs chez qui Mathieu s'approvisionne, parce qu'on s'approvisionne ensemble en fait. Donc il n'a pas fallu longtemps pour reconnaître la patte des vins de Thibaut de la fin des années 2000 en fait. C'était quoi? C'était peut-être la deuxième ou troisième année qu'on allait goûter au domaine? Peut-être un peu plus, oui, mais pas beaucoup plus, oui, 4-5e année, puis ouais. Donc des vins qui ont, en fait, bonjour Thibaut, c'est un vigneron hyper attachant et dont le style des vins a beaucoup évolué, je trouve, sur la dizaine d'années depuis, on le connaît depuis 10 ans à peu près. Toujours est-il qu'à l'époque, donc, on avait quand même des élevages qui étaient assez marqués, assez dominants parfois au nez sur le vin, et c'est le cas un petit peu sur ce Bâtard. On n'a pas énormément de fruits, on est sur des notes un peu pâtissières, de vanille, voire même de caramel. Donc le nez reste finalement assez monolithique à cause de cet élevage un petit peu en avant. Après en bouche, l'attaque est très très intéressante et le corps qu'il développe est vraiment intéressant. Il y a une attaque bien large, bien sphérique, bien enveloppante. On a le gras auquel on peut s'attendre sur ce cru. Il y a peut-être juste la finale où on pourrait attendre un tout petit peu plus de longueur. Mais là, c'est très certainement à mettre sur le compte de l'âge des vignes, puisque c'était des... C'est du jeune vigne, je sais pas, 4-5 ans, devait être planté, ou peut-être 10 ans, mais entre 5 et 10 ans, je pense. Un des premiers millésimes qui a été commercialisé après la replantation. Oui. Voilà. Donc, impression conforme aux souvenirs que j'en avais, en tout cas. En revanche, j'ai absolument pas retrouvé le millésime. Moi, j'étais sur un millésime... on va dire plus chaud, plus gras, plus ample. Je pensais à 2009 par exemple. Ouais, moi aussi j'ai été assez surpris. Donc je suis tout à fait d'accord, un nez un peu marqué par l'élevage, un peu vanillé, caramel. Moi j'avais un peu de fruits. Très belle bouche, de la matière, c'est dense, c'est rond, c'est beurré, c'est très agréable. Et une finale effectivement assez surprenante. On s'attend en 2008 à avoir justement une belle fraîcheur là, qui emporte le vin. Et ce n'était pas le cas, donc je comprends. Moi aussi, je pense que complètement à la beugle, je ne suis pas sûr que j'aurais été sur 2008 sur ce vin-là. Et à garder ou à boire, selon toi? À mon avis, c'est à boire. Alors après, on ne perd rien à le garder, mais je ne pense pas que le vin il gagne énormément, si tu veux mon avis. Enfin, tel qu'on a bu la bouteille d'hier, peut-être qu'il y a d'autres bouteilles, elle était peut-être un peu singulière, mais à mon avis, ça se boira très bien sur les 5-10 ans. Je ne suis pas sûr qu'il gagne énormément. Oui, moi aussi. Je avec pense le temps. Il ne gagnera pas forcément beaucoup en complexité, mais il ne va pas s'effondrer non plus. Par contre, un que vous devriez attendre, c'est notre ami Léoville Lascaz 2008, donc même millésime, ce petit Léoville. Lascaz, et lui par contre, lui c'est tôt, il a 11 ans, l'ami Léoville là. Et ça reste tôt. Alors toi Nico, qui te demandais un peu d'où venait ce vin? Alors sans vouloir verser dans l'arbitraire, moi c'est vrai qu'un Bordeaux de ce calibre-là, généralement le tarif c'est 20 ans. Bon, ça se vérifie un peu, surtout au nez, je dirais. Le bouquet est encore là aussi bien dominé par l'élevage, un élevage assez vanillé, même si, contrairement au vin précédent, derrière on sent qu'il y a quand même la grosse cavalerie. Là, il y a de la liqueur de cassis, de fruits noirs, les petites touches d'épices, un tout petit semblant d'apparition d'arômes secondaires, il y a du tabac, des choses comme ça qui arrivent. On sent qu'il en a vraiment beaucoup sur la pédale. J'ai été assez surpris par la bouche parce qu'après un tel bouquet, moi je m'attendais finalement à ce que la bouche soit elle aussi très marquée encore par l'élevage. C'est moins le cas, je trouve. La bouche était déjà... assez abordable, avec une finesse magnifique, des tanins
comme on en rêve sur un grand Bordeaux. Donc la suite s'annonce radieuse pour les 10 ou 20 ans à venir. Et je dois dire aussi qu'hier, je me suis à nouveau trompé sur le millésime. Je voyais ça sur un millésime plus ample, plus chaud que 2008. Ouais, tout à fait. Moi, je suis assez d'accord. Un nez de liqueur de cassis, presque un peu confit, limite, mais pas sucré du tout, mais quand même un petit côté qui faisait penser à un millésime chaud. Je suis tout à fait d'accord. Donc des notes d'élevage assez marquées vanillées, mais pareil, je suis aussi d'accord avec toi. Moi, j'avais aussi une petite note d'épices de type cèdre, bois précieux, et ce petit fond de tabac qui commence à arriver, tabac fumé très agréable, une bouche magistrale, teint très fin, précis, soyeux. Bien ample, bien dense. Et là aussi, on a du mal à imaginer 2008 parce que la fraîcheur est vraiment magnifiquement enrobée. C'est tonique, c'est droit, la finale est fraîche, mais l'empreinte tannique, elle est douce, elle est enveloppante. Wow, enfin bref, quoi, c'est Louis de Lasclas, ça reste quand même un sacré vin. C'était très bon. Et sur ce millésime 2008, franchement, ceux qui en ont, pouvez commencer à le boire si vous aimez bien les vins sur lesquels en plus on projette un peu l'avenir. Sinon, attendez-le 5-10 ans. Et on se fera tous très plaisir. Ouais. Mais c'est vrai qu'on était un petit peu seul à l'apprécier autour de la table hier, parce qu'on était déjà dans la projection de ce que ça va donner d'ici 10 ou 15 ans, et à attendre en toute sérénité. Et puis les vignerons alsaciens, on était avec 2 vignerons alsaciens, ils ont quand même l'habitude du Pinot, quoi. Le Bordeaux, c'est un peu plus dur pour eux. Alors justement, parlant de Pinot, alors, ça, c'est toi qui nous as ouvert ça. Toute la grandeur de la Bourgogne là qui va défiler en 2 bouteilles. Alors la première, c'est un vin de l'ami Jean-Pierre Charlot, c'est le domaine Joseph Boyau. On est à Volnay, mais c'est une cuvée de Pommard premier cru, les Pézerolles 2009. Alors, pour vous situer les Pézerolles, on n'est pas du tout dans l'image épinale du Pommard dans sa version un peu dure, un peu rustique, dont on entend souvent parler. C'est pas du tout le cas. Là, on est sur un cru qui est au nord de la commune, avec une belle exposition est. Il y a un petit peu d'influence des vents qui descendent de la Combe, mais c'est surtout une exposition très solaire. Donc, et le vin reflète, je trouve, complètement ce caractère solaire. Mais je vais d'abord demander à Mathieu ce qu'il en pense avant de vous donner mon... Alors moi je mets le nez là-dessus. Tout de suite, moi je décolle, moi les vins de Bourgogne. Et là je me dis, il y a du vin là-dedans. Alors, nez fruits noirs, fruits rouges, plutôt fruits noirs d'ailleurs, assez mûrs. Et puis ensuite, une petite pointe de ronce, de sous-bois, comme souvent avec le Pinot qui apporte la fraîcheur. Les notes d'épices magnifiques, réglissées, sur un fond que j'ai trouvé plutôt cuir que moka, ce qui m'a tout de suite évidemment trompé. Donc moi je suis parti direct en côte de nuit. Très belle bouche, tanin, taffetas, belle concentration, c'est large, c'est ample, il y a du volume. On a pareil, l'aromatique est très très jolie. La finale, elle est même presque fraîche. En fait, c'est une fausse impression de fraîcheur, mais je l'ai compris après, parce que moi, j'étais pas du tout sur 2009. J'étais sur un très beau 2002, voire un 99, parce que le côté cuir un peu évolué m'avait amené là-dessus. Et alors, je m'attendais vraiment pas en 2009, mais je pense que le vin tient sur sa structure, très belle structure. Et là, Jean-Pierre, je pense qu'il souvent Jean-Pierre travaille bien dans cet esprit-là. Il a su garder l'esprit du millésime bien mûr, tout en allant, à mon avis, récolter à un moment idéal, qui fait que c'est très mûr, mais c'est pas confit. C'est gourmand, c'est soyeux, mais c'est pas souple. Et le vin tient sur sa structure, et franchement, très 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 joli canon. Je lui ai mis une très belle note. Beaucoup de plaisir. Merci Nico. Mais je t'en prie Mathieu. On est d'accord. Bon, Pézerolles, c'est vraiment un des crus, je trouve, à Pommard qui transcende un peu les millésimes. On est toujours sur ce caractère. Donc je disais solaire tout à l'heure, ça donne des vins qui sont très charmeurs. Sur les fruits noirs, en effet, les épices, on a souvent ces notes là, que le millésime soit froid, soit chaud. Je trouve qu'on est toujours dans ce registre. Et une bouche, je qualifierais pas de sexy, mais vraiment de l'élégance mais du charme, quoi. Ça montre beaucoup dès la jeunesse. C'est pas forcément un Pommard qu'il faut attendre 10, 15 ou 20 ans. C'est pas un Rugiens par exemple. Donc là aussi, une bouteille qui a 10 ans, c'est déjà un âge respectable, qui offre énormément de plaisir dès maintenant. Donc pour ceux qui se posent des questions sur les fenêtres de fermeture, d'ouverture sur un millésime comme 2009, là on a une réponse éclatante qu'il y a déjà énormément de plaisir sur ces vins en ce moment. Absolument.
Ensuite, autre grand plaisir, il en fallait un, il fallait le vin des rois, le roi des vins. Et ben le voilà, c'est lui, le Chambertin 2007 de nos amis les frères Rossignol Trappet, David et Nicolas. Bon, et ben ça a tenu toutes ses promesses, hein, je crois qu'on peut dire ça comme ça. Pareil, très beau nez. Alors oui, bah, en aveugle, toi, Nico, vas-y. Je l'ai goûté à l'aveugle et bon, je dois dire que la race du cru, son niveau aussi, donc c'est un grand cru, c'est pas un premier cru, c'est un village, il faut pas 10 secondes pour s'en rendre compte. Euh, que dire au nez? Au nez, on a un vin qui est prêt également, quoi, qui a vraiment toute la complexité entre le fruit des premières années et les premiers arômes d'évolution qui apparaissent, avec des petites notes de giroflée. Là, on est plus sur le fruit rouge que pour le vin précédent, que pour le pommard. Énormément de complexité aromatique, comme peuvent l'avoir pas mal de vins du millésime 2007 en ce moment. Et ensuite, c'est la magie du Chambertin, quoi. C'est pas forcément en bouche un vin qui est plantureux, qui en impose par sa puissance. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a rien qui dépasse, quoi. Tout est millimétré, ça vous emporte loin. Finale hyper longue. Les tanins, on sait qu'ils sont là, mais on les sent pas, quoi, tellement ils sont fins. Donc c'est juste magique. J'ai pas trouvé le cru quand même à l'aveugle, hein. Moi, j'étais plus sur un grand cru de Moret, hein. J'aurais penché pour un Bonne-Mare. Mais voilà, quand on découvre l'étiquette, on retrouve bien entendu ce qu'il fallait chercher. C'est vraiment ce caractère du Chambertin. Là, moi, je trouve c'est une espèce de fausse fluidité en fait. C'est puissant, mais on ne la sent pas cette puissance. Elle est vraiment, tout est bien intégré, c'est magique. Donc merci Mathieu. Bah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire, hein. La force du Chambertin, c'est que oui, c'est pas un vin démonstratif, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est plutôt souvent des vins, alors le Clos de Bèze encore plus que le Chambertin, mais déjà sur les beaux Chambertins, c'est des vins qui gardent de la délicatesse et de l'élégance tout en ayant une puissance et une concentration incroyables. Et c'est ce qu'on a exactement dans ce vin. Alors le nez est très complexe, effectivement, plutôt fruits rouges, framboises et notes d'épices de type girofle, réglisse. On a une petite pointe de champignons nobles, et puis un petit fond fumé, tabac, un petit peu de cuir. Enfin, vraiment très belle complexité. Alors après 4 heures d'aération, hein, j'ai carafé le vin à 4 heures. Ensuite en bouche, là voilà, vous prenez tout de suite. C'est justement pas une grosse claque, c'est à la fois à l'attaque, on se dit waouh, et puis après, quelle finesse, quelle délicatesse, des tanins taffetas, c'est dense, c'est concentré, ça vous tient tout du long, il n'y a aucun moment où ça tombe, vous êtes tout le temps en éveil, très belle finale, fraîche mais bien enrobée, et puis magnifique persistance complexe sur les arômes qu'on a évoqués. Bon voilà, quoi, ça s'appelle un grand vin, quoi, tout simplement. Moi j'en boirais bien tous les jours, hein, ouais, tout bon, simplement. Donc là, vraiment, deux grands Bourgognes, deux expressions. Les millésimes sont différents, mais deux expressions assez différentes, mais tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Donc, merci à David et Nicolas Rossignol, Ah oui. et merci à Jean-Pierre Charlot pour ces deux grandes bouteilles. Et puis on a fini avec un petit clin d'œil, je vais laisser Nicolas, c'est lui qui a ouvert cette bouteille. Alors, double, voire triple clin d'œil, ouais. C'est Château Soutard. Château Soutard sur le millésime 1970, donc un vénérable ancien. Alors clin d'œil pourquoi? Parce que Soutard, moi c'est un peu un de mes châteaux de cœur pour plein de raisons. Et c'est une bouteille, c'est un cru qu'on ouvre à chaque fois qu'on a une belle occasion à célébrer. C'était le cas hier soir avec l'anniversaire de Sylvia. 1970, ensuite, un millésime magnifique. Qui a vu la naissance de gens formidables. Qui a vu la naissance de gens formidables, on va dire ça, exactement. Mais que j'ai très rarement croisé en dégustation. Bon, j'ai le souvenir quand même d'un immense vin qu'on a bu ensemble, qui était Bel Air Marquis d'Ali en 1970, en Margaux. Et donc, cette bouteille, alors achetée aux enchères, elle a quand même vécu quelques années sans qu'on sache ni où, ni comment, donc pas de maîtrise des conditions de conservation. Cela dit, ça a vraiment été un très joli vin au final. Alors, un nez un tout petit peu fané, donc assez monolithique, on va dire, sur des notes très tertiaires, pas mal de l'humus, du sous-bois, du cuir, des petites choses comme ça. Mais ensuite, la bouche, elle est fidèle à ce qu'on attend sur un château Soutard de ce temps-là, et des années 80, et du début des années 2000 aussi. C'est
un Saint-Émilion tout en vigueur, donc issu du plateau calcaire, des beaux tanins qui gorgent la chair. Là, on avait vraiment une belle chair qui tenait debout, hein. Le vin n'est pas du tout en mode survie, hein. C'est vraiment un joli vin, du moelleux en bouche, presque une petite douceur, donc ça qui est peut-être venu avec l'âge. Mais voilà, bah, fidèle au cru que je connais et que je bois régulièrement. Ouais, tout à fait, hein. Moi, alors bon, j'ai été eu par les biais cognitifs, comme on dit, parce qu'on avait discuté avec Nicolas l'après-midi de Bama 90, et donc je mets le nez là-dessus, il y a plein de cuir, tout d'un coup, moi j'ai ce... Et là, ding dong, ça évoque effectivement Bel Air Marquis d'Alig, donc j'ai dit ça, donc je me suis complètement trompé, et en plus j'étais sur 90, donc pas du tout sur 70. Mais donc oui, le nez est un peu dominé par ces arômes de cuir, même si on a derrière effectivement le sous-bois et puis un petit peu de fruits, mais vraiment c'est très dominé cuir. Par contre, la bouche est vraiment très très belle. Comme dit Nico, ça tient, hein, c'est encore une très belle structure, des Ouais. tanins velours, franchement, très beau tanin. Et le côté un peu doucereux, un peu souple, mais souple au sens gourmand, friand, du vin qui a évolué. Parce que la finale n'est pas souple du tout, au contraire, elle est encore bien tonique. Voilà, le vin tient de bout en bout de la bouche. Donc très agréable pour ceux qui aiment effectivement les vins déjà très évolués. C'est un très joli vin, merci Nicolas. Mais je t'en prie, Mathieu. Bon ben voilà, on a fait le tour de la soirée d'hier et puis j'espère que vous aurez aussi l'occasion d'avoir de magnifiques soirées avec de très beaux vins. Et puis Bah, la conclusion, c'est que c'est bah, vivement la prochaine à Colmar ou ailleurs avec c'est Mathieu. ça, absolument. Salut à tous. Au revoir.